Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je remercie les différents acteurs et partenaires de ce projet de permettre d'accueillir à la médiathèque José Cabanis le photojournaliste Reza qui éclaire en ce moment et jusqu'au 11 novembre les berges de la Garonne. Vu l'accueil que vous lui avez réservé, je pense que vous avez déjà vu ces 25 magnifiques photographies grand format présentées ciel ouvert et qui racontent à la fois des histoires de guerre et de paix. Architecte de formation, vous êtes depuis longtemps engagé en photographie, puisque vous avez parcouru le monde avec votre appareil à la rencontre de ces peuples qui souffrent des conflits traumatisants, mais qui vivent également des moments de joie et d'espoir. Vous avez reçu de nombreux prix, dont le World Press Photo, publié dans de prestigieux magazines comme le National Geographic, écrit plusieurs ouvrages. C'est vous qui avez réalisé l'emblématique photographie du commandant Massoud pendant les invasions russes en Afghanistan. Vous vous décrivez plutôt comme un conteur, et ça nous plaît ici en bibliothèque, plutôt un conteur qu'un plasticien, puisqu'une des valeurs qui est au centre de votre activité est la transmission. D'ailleurs, votre séjour à Toulouse ne s'arrête pas là, puisque vous allez aussi intervenir avec votre équipe et d'autres photographes tout au long de cette année et de l'année 2013 dans le quartier de la Reinerie, au Mirail, pour former des jeunes de ce territoire à l'éducation visuelle. Donc ce projet nous intéresse également, puisqu'il se déroulera aussi en partenariat avec la médiathèque Grand Thème, qui fait partie du réseau des bibliothèques de Toulouse, et puisqu'il s'inscrit dans la préfiguration de l'ouverture de la Maison de l'Image, un nouvel établissement municipal consacré aux arts visuels et numériques. Donc cette conférence d'environ 50 minutes sera suivie d'un débat avec vous d'une vingtaine de minutes. Le temps est un petit peu compté malheureusement. Lors de rencontres comme ça, on voudrait que ça dure toute la soirée. Et donc d'une vente dédicace avec notre partenaire de la librairie Ombre Blanche. Je vous invite aussi à consulter, parce qu'on est quand même dans une médiathèque, et à emprunter les ouvrages de la bibliothèque qui sont mis à votre disposition par le pôle art au 3e étage. Vous avez une présentation dans la salle d'exposition et vous pourrez trouver là des documents, des DVD et des livres pour approfondir cette rencontre. Donc Reza, je vous laisse nous parler de vos images, de vos voyages et de votre conception de l'engagement en photographie qui, selon vous, peut contribuer au changement social. Vous allez nous montrer comment. Merci. Moi, j'allais dire bonsoir, mais je vais dire rebonsoir ou rebonjour parce que je crois qu'il y a des visages qu'on se voit depuis déjà quelques jours. Et je me réjouis vraiment de cette continuité de mouvement parce que finalement, le plus important, comme vous le savez très bien, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité de rencontre. Et dans beaucoup de vous, depuis quelques jours, moi je vois cette qualité de regard, de qualité de l'engagement, les raisons pour lesquelles j'expose, les raisons pour lesquelles je montre des photographies. Et j'espère que dans ce groupe qu'on se voit et qu'on est en train de se suivre, il y aura la possibilité dans les années qui viennent de faire des projets communs pour des valeurs que je sais que c'est le vôtre aussi, le mien, que j'essaie d'expliquer. Comme vous voyez, le titre, c'est la lumière. Voilà, très bien. Donc, le titre photographie engagement, c'est que ce sont les deux mots, le témoignage, engagement, que ça fait partie de travail que je fais depuis. Et au début, pour me présenter,
j'avais envie de montrer quelques couvertures des différentes parutions des différents magazines sur lesquels certains de mes photographies ont paru. Depuis début des années 80, 79 exactement, où j'ai commencé à travailler, j'ai été emmené à collaborer avec presque l'ensemble de la presse internationale, que ce soit directement ou à travers les agences pour lesquelles j'avais travaillé. Mais vous voyez un peu la variété de ces mouvements. Ici, j'ai voulu montrer les différentes couvertures de magazines National Geographic pour lesquelles je travaille depuis 1991. National Geographic, c'est le plus ancien, je dirais, ou peut-être un des plus anciens magazines au monde. Et ils ont commencé en 1888. Aujourd'hui, ça dans 32 langues, avec une circulation de 10 millions de copies en tout par mois. Donc chaque fois qu'il y a un reportage, c'est dans 10 millions de copies. Après, évidemment, vous avez la télévision, le channel aussi, qui sont d'autres moyens de répandre. Là, ce sont les couvertures de mes livres. Nous avons fait, surtout avec Rachel, 25 livres. J'aimerais juste me pointer celui-là. C'est le livre qui m'a emmené ici. C'était un moment où National Geographic, en 2003, avait décidé de faire 12 régions de France par 12 photographes et faire un coffret. Et moi, j'avais choisi Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Et c'est en faisant ce livre que je suis arrivé un jour de 2003 à Toulouse. Et je suis tombé amoureux de cette ville. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Je ne sais pas, pour ceux qui étaient hier dans l'Ombre Blanche, j'avais parlé de mon premier livre, Paix en Galilée. Béout, c'est cette couverture de celui-là. J'ai mis quelques images aussi sur le terrain, de voir un peu comment on voyage. Ici, c'est le passage de rivière au nord d'Afghanistan. On passe sur les rafts comme ça, avec les peaux de vache gonflées. C'était le temps de Taliban. Et au fond, ce que j'ai su après, c'est que c'est la même rivière où il y a 2000 ans, Alexandre le Grand et son armée avaient passé. Hérodote, il décrit exactement le même raft, le bateau sur lequel ils ont traversé. 2000 ans après, on a le même. Ça, c'est devenu connu, c'est l'emblème de cette expo, de la couverture d'Entre-guerre et paix. C'est aussi un moment où, dans un des reportages au sud d'Afghanistan, sur la frontière afghano-pakistanaise, j'ai voulu aller... le sujet, c'était de voir comment la recherche de terroristes ou de Ben Laden, enfin par l'armée américaine, ça se fait. Donc j'ai suivi pendant 3 mois, j'ai vécu dans cette région. Et il y a un village que certaines, peut-être vous vous souvenez, il y a 10 ans, c'était le village le plus bombardé de toute l'histoire d'Afghanistan, qui s'appelle Tora Bora. Et c'est là où, pendant longtemps avant, Ben Laden y vivait. Mais le moment où ils ont commencé les bombardements, c'était évident qu'il n'y avait plus personne, donc que les habitants du village. Et cette fille, il a l'âge de bombardement. Il avait 1 an quand le bombardement a commencé. Donc tout ce qu'on voit dans son regard, et tout ce qu'on voit dans beaucoup des regards des enfants pendant la guerre, c'est que c'est cet questionnement, c'est cette incompréhension constant de traumatisme de la guerre. Mais avant de passer à d'autres photos, j'ai envie de montrer un petit film. Je fais aussi des films depuis longtemps
de 1 minute, de 2 minutes, de 5 minutes, utilisant mes photographies et les narrations ou les textes avec Rachel que nous travaillons. C'est un film que j'ai appelé en anglais In the Eye of the Storm, dans l'œil de cyclone. C'est 300 de mes photographies de 30 ans en 5 minutes. Donc, vous allez voir, ce qui est important pour moi, c'est essayer de voir chaque fois que vous voyez une photo, si c'était vous qui étiez là-bas, avec un appareil dans la main, ou sans appareil en tout cas. Essayez de voir celle-là. Et j'essaie aussi par ça de montrer pas seulement la guerre, mais aussi l'ensemble des endroits où j'ai photographié, les gens que j'ai rencontrés. Donc 300 photos, 30 ans de travail dans les 5 minutes, dans l'œil de cyclone. Baissez la lumière, s'il vous plaît. Have you ever tried to take on the strange and enriching journey that consists in transposing yourself in somebody else's mind, body and life? Listen to the story behind these photographs. I can still hear the unbearable torture of mourning in their wailings. Hell is on the other side. Life shows the road to whomever knows how to see, like the mysterious invitation. Come. They seek to impose and expand the United States as an institution. And you're just right. Attention yourself and our Yeah, we don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody. The art of war is simple enough. Find out where your enemy is, get at him as soon as you can, strike him as hard as you can and as often as you can, and keep moving on. We, civilians from here or elsewhere, are the victims of issues that are beyond our understanding.
every moment, your house, your country, your story are within you. Let them cry wherever you are. They will follow you. Now it's time for exodus. В 2006 году более 6 миллионов людей были refugees. Stateless people sans aucune destination, sans aucun avenir. And only one goal, survival. We want one thing. We declare our right on this earth to be a man, to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary. I can still hear the childlike laughter resonating like a hint of irony in the bitter memory of those many destinies shattered by war and injustice. It is impossible to remain a spectator. Je finissais par la phrase en disant « It is impossible to remain a spectator ». C'est impossible de rester spectateur. Une fois que vous avez vu ça, une fois que vous étiez témoin de ça, et comme vous avez vu, c'est pas que la guerre, c'est aussi la vie moderne. Il y avait aussi Michael Jackson, il y avait aussi Madonna, il y avait Cindy Crawford, enfin tous les noms qui font finalement quelque part le monde comme il est. Et It is impossible to remain a spectator, ça veut dire ça veut tout dire, enfin, dans la réalité de ce que je fais. On continue avec les images. Ouais, justement, je voudrais montrer aussi un portrait de Tasia Costa que j'ai fait l'année dernière. Si vous revenez en arrière, c'était incroyable de voir combien finalement la ressemblance incroyable entre les deux portraits et les deux photographies. C'est des destins différents, mais finalement, c'était important aussi de voir combien, dans l'ensemble, quelque part, l'humanité se ressemble aussi. Et des fois, on ne sait pas pourquoi il y en a un qui devient une petite fille de Tora Bora en Afghanistan. Elle naît sous les bombes, et une autre avec différents destins. J'ai mis certaines photographies de l'expo aussi, mais comme vous le connaissez ou vous l'avez lu l'histoire, c'était juste pour que vous voyez dans les différents formats et une qualité de projection aussi la photographie. Celle-là, c'était devenu aussi une des photos emblématiques. C'est en Afghanistan, dans un village où, après plusieurs semaines de marche, c'était juste le moment où je cherchais Massoud dans la montagne. Et déguisé en afghan, caché un petit appareil sous le vêtement, et arrivé des fois plusieurs jours sans vraiment de quoi à manger. Et le moment où j'étais arrivé dans ce village, je ne pouvais plus même marcher. J'étais tellement fatigué, je cherchais un endroit pour me reposer. Et c'est ces enfants qui ont vu l'appareil, ils ont commencé à me courir derrière comme le fou de village en me demandant de faire leurs photos. Au début, je ne voulais pas, j'étais fatigué, je disais non, allez-y, là, laissez-moi tranquille, je vais trouver moi un endroit. Mais ils m'ont tellement poursuivi presque comme si ils savaient qu'ils veulent me donner une photo magnifique. Et c'est presque pour me débarrasser, j'ai dit bon d'accord, ok, je vais faire une photo. J'étais vraiment et voilà la photo. Il y a des mystères comme ça, on ne sait pas comment. J'aurais
j'aurais pu ne pas le faire. Mais finalement, c'est eux aussi qui m'ont emmené montrer l'endroit où je pourrais trouver à manger et me reposer. Photo symbolique d'Afghanistan. Au début, c'était des combattants de l'ombre, enfin. Et l'utilisation de symboles dans l'image, c'est aussi quelque chose d'important. Comme on parle de langage de l'image, c'est que chaque élément a comme un alphabet, a une écriture. On lit un peu les armements qu'ils utilisent, leur petit baluchon, ça a un sens. L'information de mur, de montrer que c'est des villageois. Donc ça, ce sont des éléments comme l'alphabet de l'image. Quand on lit une image, c'était un peu comme ça. D'autres photographies aussi c'est de aussi montrer combien nous sommes tous influencés visuellement. Il y a une mémoire visuelle qui transmet, qui fait que nous aimons ou nous n'aimons pas une image, ou pourquoi une image devient importante ou d'autre. Je sais que je me souviens depuis l'âge de 10-12 ans, j'avais vu le tableau de Guernica de Picasso quand j'étais enfant, et ça m'avait vraiment frappé. J'avais gardé, je regardais beaucoup. J'ai regardé ça. Et après, cette photo que j'ai dû faire ça dans 1/500e de seconde, quelque part, sans vraiment avoir la possibilité même de composer. Chaque fois que je regarde, je vois que la tête de cheval, c'est exactement la tête de cheval de Guernica. Donc c'est ça le mémoire visuel aussi qui transmet de l'un à l'autre. Une anecdote par rapport au tableau de Guernica, qu'il avait fait ça dans le village où c'était bombardé par les Allemands et qu'il y avait eu une massacre des villageois. Donc Picasso avait fait ce tableau qui est devenu fameux. Et quelque temps après, paraît-il que quand les officiers allemands nazis arrivent dans l'atelier de Picasso, il y en a un qui voit le tableau Guernica et il dit « Ah, c'est vous qui avez fait ça ?» Et Picasso, il dit « Non, c'est vous qui avez fait ça. » Là, nous sommes dans un endroit vraiment historique de notre temps. C'est l'entrée de la vallée du Panjshir, la vallée qui est devenue fameuse parce que Massoud et ses hommes étaient de cette vallée. C'est une vallée qui, quand vous voyez comment il est, c'est sur 120 km et comme ça. Et après, il y a 22 branches, des petites branches qui vont arriver à cette rivière. Est-ce que Massoud est devenu, d'un ingénieur civil qu'il était, force de se battre contre les Russes, devenu le plus grand stratège de guerre. Aujourd'hui, dans l'Académie militaire de Moscou, il y a un département de Massoud, et ils sont en train d'apprendre toutes ces tactiques qu'ils avaient mis contre eux. Et ce qui faisait Massoud dans le temps, c'est que quand l'armée russe voulait rentrer dans la vallée, il donnait l'ordre d'évacuer la vallée. Donc il n'y avait plus personne. Il rentrait dans le haut des montagnes et il faisait rentrer sans aucune résistance. Mais avant, il mettait quelques dynamites en haut à droite, vous voyez, dans le planté. Et une fois que toute l'armée était rentrée dans l'armée, il faisait exploser et il fermait les derrières. Donc il était bloqué dedans. Et ce qui est incroyable est de voir aussi des fois des absurdités d'administration, que des fois même nous vivons ça aussi dans les différents niveaux. Les directeurs changent et après il n'y a aucune information qui passe de l'un à l'autre. Les présidents changent, il n'y a aucune information qui passe. On reprend de nouveau. C'est que sur plusieurs années, c'est Massoud qui me disait, j'arrive pas à comprendre ces Russes. 7 fois ils ont rentré. J'ai fait 7 fois le même, et chaque fois ils ont tombé dans le même piège. Donc il y a et je suis sûr que même dans la vie normale, quand vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça, même dans les administrations qui se passent, qu'ils font la même chose et la même chose et la même erreur et que ça ne change pas. Là, imaginez une armée 7 fois.
il fait le grand plan d'attaque, il arrive, il y a quelques dynamites derrière, on explose, ils sont là, et après ils sont tous pris au piège. Mais en tout cas, c'est ici en réalité que le mur de Berlin a tombé. C'est là où je voulais dire. C'est que cet échec de cette armée, le plus grand, le plus puissant dans son temps, qui avait mis la main sur une grande partie de l'Europe, de l'Asie centrale et Caucase, et que finalement, cet échec de cette armée qui a donné le signal à tous les autres pays de l'Europe de l'Est, de Caucase, de l'Asie centrale, que, attention, cette armée qu'on craignait tellement, ça n'est qu'un tigre, comme on dit, tigre de papier. Ah, voilà comment les amitiés, ça se font. C'était certainement, vous ne me reconnaissez pas. C'est à gauche, là, avec mon appareil, et c'était le petit jeu d'échecs avec Massoud et le temps, beaucoup de temps que nous avons passé de jouer aux échecs. Comme on parlait la même langue, on avait les mêmes âges. J'étais architecte, lui était ingénieur civil, donc ça a créé des liens fortes. Ça, c'était en 85. Ah, il détestait les cigarettes. Je suis ça après. Ça, c'était le premier jour de notre rencontre. Tous ces hommes, les moudjahidines, personne n'avait droit de fumer quoi qu'il soit, y compris les cigarettes. Donc, après notre rencontre, j'ai su très vite que c'était un homme de culture, presque un poète, parce qu'il connaissait beaucoup des poésies par cœur. La culture persane, le pilier de notre culture, notre civilisation, c'est la poésie. Et nous avons des poètes comme Rumi, Hafez, Saadi, Khayyam, Omar Khayyam, certains, où beaucoup ils sont traduits. Depuis 10 ans, par exemple, le poète Rumi est le poète le plus lu aux États-Unis. Ça fait 10 ans qu'il est le best-seller de tous les poètes. Le Rumi, qui est un poète du XIIIe siècle. Donc on lisait beaucoup de poésie. Et à un moment, dans une de ces petites vallées que nous avancions, il y a eu une attaque massive des avions où ils ont commencé à bombarder. Et chaque personne a commencé à aller prendre refuge. Et je me suis trouvé presque seul au milieu de petites rivières. Et j'ai vu Massoud qui est revenu vers moi. Il a pris ma main, presque en courant. On se jetait dans une petite grotte, peut-être 3-4 mètres à l'intérieur de montagnes qu'ils avaient creusées, une petite ouverture. Et on a resté 3-4 heures en attendant. Donc ça faisait aussi un moment de discussion. Malheureusement, on n'avait pas le petit jeu d'échecs avec nous à ce moment. Donc on a passé pas mal de temps de discuter. Et ce qui était frappant, c'était la vision qu'il avait en expliquant qu'une fois que les Russes vont quitter Afghanistan, voilà comment j'ai envie de faire. Et qu'Afghanistan, il faut qu'il soit, comment on va reconstruire la démocratie et tout ça. Il avait une vision très claire de démocratie. Et c'est un moment où j'ai dit, quand tu dis que tu es sûr que tu vas mettre à genoux les Russes, même si il te reste 3 villages ici et qu'ils ont pris toute l'Afghanistan, mais puisque tu es tellement convaincu, j'accepte. Moi-même, je n'étais pas très sûr de ce qu'il disait. Parce qu'en réalité, je dis, il y avait 3 petits villages qui étaient encerclés et tout le reste de l'Afghanistan était envahi déjà. Donc imaginez un homme comme ça dans une grotte, sous bombardement, et qui est en train de dire les Russes vont partir. Et quand je lui ai dit, mais comment ça va passer entre vous, les Afghans, après le départ des Russes, dans la région, avec l'Iran, avec le Pakistan, avec la Chine, tous les enjeux politiques. Et avant de répondre,
il est parti dans une longue réflexion. Et c'est le moment où j'ai pris la photo. Donc c'est pas une photo, un portrait en disant restez-vous, gardez-la ici. C'était vraiment, comme beaucoup de mon travail que vous voyez, c'est le travail spontané. C'est pas le bord de Garonne, mais c'est la vallée de Panchir. À un moment, en discutant, Massoud il m'avait dit oui, mais vous, le photographe, je suis sûr que vous aussi, vous dites la même chose. Vous faites plein de photos et on ne les voit jamais. Vous ne montrez jamais, on ne voit jamais nos photos. Et j'ai dit que je te promets que je ferai une expo pour les villageois. Et cette promesse, je l'ai tenue presque 20 ans après. En 2008, je suis retourné dans la vallée de Panchir. Et j'ai fait cette installation. Ce sont les chars russes qui étaient détruits par Massoud et ses hommes, près de son tombeau. Et donc j'ai fait cette installation, j'ai imprimé à Kaboul, j'ai fait construire tous les cadres que vous voyez. C'était en soi-même une épopée de pouvoir faire ça en Afghanistan pour la première fois. Mais c'est permanent, j'ai offert ça aux gens de village et vous ne pouvez pas imaginer le bien qu'il faisait pour les gens de village qui viennent à pied des montagnes, des vallées entières pour voir ces photographies. Ça, c'est presque une de mes premières photos de Afghanistan. Je dirais même le moment où je devais rentrer en Afghanistan, comme on devait se déguiser et se cacher et traverser la montagne à pied. C'était un groupe de gens qui vivaient près de frontières du côté pakistanais. C'était des réfugiés. Cet homme, c'était le patriarche d'une famille avec plusieurs filles, garçons, des petits-enfants. Il était 122 en total pour sa famille, ses descendants. C'était en comptant sa femme, ses enfants et quand ils avaient traversé la montagne pour se réfugier au Pakistan, c'est lui-même qui avait dit « Je ne veux pas aller très loin de mon pays, je veux rester là pour voir toujours ». Donc ils avaient construit des petites baraques derrière. Et le patriarche, tous les jours, il passait son temps sur son lit. Chaque fois que vous promenez dans les promenades, c'est pas le mot, c'est que vous marchez dans les allées dans différents pays en guerre et autres, vous rencontrez beaucoup des vestiges comme ça, des vestiges des fois rouillés. Mais en tout cas, puisque j'étais le moment où peut-être dans des endroits différents, mais en tout cas ça se tirait et que j'ai vu les résultats de ça. Chaque fois je vois des éléments comme ça, et comme un retour de mémoire, ça revient tous les gens que j'ai vus qui étaient blessés ou morts par une de ces balles, et on ne sait pas où et comment. Mais ce sont ce que j'ai appelé, dans un de mes reportages récemment j'avais fait, il s'appelait « Il était une fois ». L'Empire russe. C'est que je dis chaque empire a laissé des ruines, et les ruines de l'Empire russe en Afghanistan, ce sont ces éléments de guerre et des chars détruits et autres. Dans la suite de ce travail sur la frontière afghano-pakistanaise, j'ai passé 15 jours avec les soldats américains, les forces spéciales. Et c'est l'autre jour, sur le bord de Garonne, quand j'expliquais la photographie, je disais, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi vous avez mis un soldat américain ici? Je dis, c'est pas parce qu'un soldat américain, c'est pour moi, c'est montrer aussi que c'est une des victimes de ces guerres. Vous voyez, nos soldats, nos enfants, quand nous envoyons sur ces zones de guerre, et que ces guerres que finalement est décidées pour des raisons politiques, pour des raisons économiques avant tout, et que ni nos présidents,
ni les médias, ils n'expliquent pas exactement pourquoi aller faire une guerre dans un tel pays ou tel pays lointain et pour quel nombre. Évidemment, ils vendent leurs décisions emballées dans un emballage très joli au nombre de démocratie, au nombre de liberté des femmes, des enfants. Mais la réalité de terrain, c'est complètement différent. La réalité de terrain et la réalité de toute cette guerre. Donc là, pour moi, c'est aussi une victime de guerre. Ce sont des enfants, 18, 20 ans, qui sortent à peine de petits villages de centre-américains, qui ne savent même pas où se trouve Afghanistan, ou l'Irak, qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils font là-bas, pourquoi ils se battent. Et le soir, après qu'ils ont passé leur journée à fouiller les villages ou attaquer des gens ou tuer les gens, le soir ils rentrent dans leur caserne, ils se mettent devant leurs ordinateurs et ils lancent les jeux vidéo jusqu'à 2 heures du matin. Ils appuient, ils continuent, ils tirent de nouveau. Vous voyez, c'est ça un peu la réalité quand vous vivez avec eux. Cette photo, j'avais publié en 2 pages en 2003 en disant pourquoi les Américains ils vont perdre la guerre en Afghanistan. On est aujourd'hui 2012, on voyait un peu ce qui se passe. Ils cherchent une porte de sortie, ils ne savent pas comment faire. Le choc culturel, c'est quelque chose de très important. Vous ne pouvez dans aucun cas d'être quelque part et ne pas respecter la culture. Parce que quand vous venez ici en disant on vient vous libérer et qu'ils marchent avec les chaussures dans un lieu saint, un lieu de pèlerinage, un lieu de, je dirais, prière, et que évidemment ce geste, ça traduit par une méconnaissance de l'autre, ça se traduit par ne pas aimer l'autre, et petit à petit, tout ça, ça amène cette insurgence qui est devenue de nouveau contre les Américains, enfin, et toute l'armée de l'OTAN. C'est une de mes photos récentes d'Afghanistan. L'avenir, le soleil, même si le pays, après 30 ans de guerre, est comme un cimetière, mais je crois beaucoup dans l'avenir de ce pays ou dans l'humanité. On change de pays. Un petit moment, j'avais passé du temps dans le Balkan pendant le siège de Sarajevo. Et ici, c'est l'hôtel, le grand hôtel de Sarajevo, où toute la presse, le seul endroit où on pourrait vivre, la ville était assiégée par les Serbes. Des francs-tireurs, ils étaient partout. On pouvait presque pas bouger. Et voilà, je crois que ma chambre, ça doit être en haut, à droite, 4e étage. Mais c'était l'hiver, pas de l'eau, pas d'électricité, pas d'ascenseur. Enfin, vous pouvez imaginer la vie et peu de nourriture. Et toute la population qui était assiégée pendant plusieurs années, complètement affamée. Et ça se passait où? Ça se passait à 40 minutes de vol de l'Italie, de quelques heures de Paris, enfin. Donc, c'était un moment très dur pour l'Europe aussi, pour l'humanité. Ces moments. Mais plus dur encore de toute la guerre, c'est ce moment précis dans les rues de Sarajevo, un petit moment de répit où les gens ils commençaient à courir, chercher de l'eau, de nourriture, que j'ai rencontré cette petite fille tellement innocente, mais aussi de nouveau avec le regard perdu de l'enfance. Ce qui se passe dans la guerre et le conflit, c'est cette perte de cette innocence de regard d'enfance qu'on a ici. Et très vite, ça change. Et ce moment, ça me restera toujours parce que c'est un moment
malgré tout ce que j'ai vécu dans la guerre, les morts, les blessés, les souffrances que j'ai vues, mais ça, cette petite fille que quelques jours avant le Noël, je me rapproche d'elle et je dis « Qu'est-ce que tu fais là ? C'est dangereux ?» Ils vont tirer. Il dit « Mais je vends mes poupées. » Et c'est une absurdité au milieu de guerre où ça tire partout, cette fille qui est venue. Et quand je lui ai dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» Elle hésite un peu, elle dit « Parce que ma grand-mère n'a pas mangé depuis 4 jours. » Pour moi, ça traduisait qu'elle-même, elle n'a pas mangé depuis 4 jours, que sa famille n'a pas mangé. Mais que finalement, arriver à une telle, je dirais, réflexion d'enfant en disant « Qu'est-ce que je peux faire pour trouver du pain pour ma grand-mère ?» et prendre les objets qui est le plus cher pour une petite fille de 9 ans, qui sont ses poupées. Et puis elle arrive à les vendre, elle vient enfin à les vendre en croyant qu'elle trouverait quelque chose pour sa grand-mère. Donc, ce n'est pas une photo des corps déchiquetés de guerre, de ce qu'on normalement nous montre, mais c'est un moment aussi, la vérité des guerres, c'est aussi ça. C'est aussi emmener une petite fille de 9 ans, finalement, de passer de ce qui est le plus cher pour elle. J'ai aussi beaucoup travaillé et acté pour la libération de Nelson Mandela et montrer aussi les méfaits de l'apartheid en Afrique du Sud. Ça, c'était une de mes photographies de cette période. Et ce que c'était frappant pour moi dans cette photo, bon, évidemment, vous voyez le symbole de voiture brûlée et le petit enfant qui part avec la voiture dans sa main. C'était encore l'époque où l'Afrikaner, le gouvernement apartheid était très en pouvoir. Là. Mais ce sont des émeutes qui sont les débuts de la fin, 4 ans après ces émeutes que l'apartheid a tombé. Et Mandela était encore en prison et personne ne connaissait comment il était devenu. Parce qu'il n'y avait aucune image de Mandela sur les 30 ans de prison. On connaissait le visage d'un homme d'une quarantaine d'années, 50 ans, avant la prison. Et le jour où il est sorti de prison, que ça restera pour moi un des grands moments de ma carrière, de ma vie. Je n'étais pas là-bas, mais j'étais tellement heureux et content de voir que Mandela il sort de prison. D'un seul coup, j'ai vu le visage, j'ai dit, tiens, ça ressemble énormément à cette petite enfant que j'avais photographiée sans même savoir, sans reconnaître. Symbolique. D'autres photographies aussi symboliques, cette photographie, qu'en dehors de l'histoire, c'est aussi une grande leçon de photographie pour moi, mais aussi une leçon que je pratique souvent sur terrain, surtout quand je suis avec beaucoup d'autres photographes, parce qu'on se trouve aussi des fois avec plein de photographes. Et il y a un phénomène où tout le monde bouge en même temps, dans le même endroit. Tout le monde court vers le même endroit, tout le monde va photographier les mêmes choses. Et moi, j'essaie toujours d'éviter ça. Je me suis toujours, le dernier moment, reculé. Et ça, c'est une des raisons, une bonne leçon pour moi. C'était cette photo où on visitait le front avec Arafat et plusieurs autres journalistes et caméramans de partout dans le monde. Et il y a eu un bombardement massif sur le groupe, parce qu'on est un grand groupe, et éventuellement ça se voyait. Et les gardes-corps d'Arafat, ils ont commencé à le tirer et jeter dans une banquère. Et tous les photographes, les journalistes, ils ont continué à courir comme ça derrière Arafat pour rentrer dedans. Et c'était juste avant de mettre le pied dedans, moi aussi, que j'ai donné un petit coup à Direza, ne cours pas là où il court, tout le monde, tu as oublié. Et je suis sorti, enfin je ne suis pas rentré, j'ai fait un petit tour et j'ai vu cette scène où il était en train de regarder. J'ai eu le temps de faire une ou deux photos, qui est devenue photo de l'année, j'ai eu beaucoup de prix.
et aussi une des photographies qui est beaucoup utilisée pour les leçons de photojournalisme sur terrain, comment il faut agir. Évidemment, dans l'ensemble de mon travail, l'Afrique aussi a une place importante. Parmi les différents travaux en Afrique, c'est la tragédie de Rwanda et Burundi que j'ai beaucoup couvert, tantôt par l'histoire de Sida, parce que c'était aussi deux pays qui étaient touchés massivement par Sida. Il y a eu 30% des cadres d'un certain âge étaient complètement décimés dans peu de temps. Et ensuite, il y a eu cette génocide et massacre. Donc ça, c'est un moment où on se trouve dans le pays ex-Zaïre avec 2 millions de réfugiés qui ont fui Rwanda et Burundi après les massacres, après les génocides. Et on se trouve dans presque 2 millions de réfugiés répandus dans 5 camps, y compris 20 000 enfants, où UNICEF et Croix-Rouge ils les sont réunis ensemble, mais ils ne savent pas comment faire avec ces enfants, ils ne savent pas si les parents sont morts, ils ne savent pas si les parents sont vivants, et s'ils sont vivants, où se trouvent. Donc, Croix-Rouge et UNICEF, ils avaient commencé une idée qu'ils avaient déjà utilisée dans d'autres endroits, c'était la photographie. Mais quand on est arrivé avec Rachel, ils nous ont demandé de les aider et continuer le projet. Ce que j'ai lancé, la formation de quelques photographes, quelques réfugiés en réalité, de faire des portraits et ensuite photographier 12 000 de portraits de ces enfants. La photographie, ça se faisait comme ça, c'était des petits studios, tous les enfants y venaient. Il y avait un numéro et on ne donnait pas de nom, parce que comme c'était après des massacres, on avait peur de représailles si jamais il y a quelqu'un qui trouve un enfant avec un nom ou sa famille était impliquée dans un massacre. Donc c'était seulement le numéro. Et c'était rentré dans une base de données sur terrain. Imaginez que tout ça, ça se passe dans le camp réfugié. Tout ce travail, photographie. Et on n'est pas dans l'âge numérique encore. C'était des films, il fallait filmer, envoyer à labo, faire tirage, imprimer. Et on posait 25 questions à chaque enfant, où il y avait le nombre, tout ce qui se souvenait, le nombre de villages, le nombre de rivières. S'il y avait donc 25 questions qui pourraient quelque part repérer l'enfant. Bon, ça, c'est le moment où ils sont en train de faire des photos. Et après, voilà les expos qui étaient faits dans les camps de réfugiés. Il y avait 12 000 portraits. Ça doit être... Je ne sais pas si on n'a même pas pensé à rentrer dans le livre de Guinness du record, le 12 000 portraits exposés. Mais ce qui était incroyable de voir combien les familles, les gens qui avaient perdu des enfants ou ils cherchaient un proche, ils venaient, ils passaient des heures et des heures pour regarder et finalement ils mettaient le doigt sur un en disant ça c'est lui, c'est mon fils ou c'est mon petit-fils ou ma fille. Et une fois qu'elle disait ça, on posait les mêmes 25 questions à la famille, à la femme ou à l'homme ou à la personne qui avait dit ça c'est mon enfant, pour voir si les réponses et les questions ça coïncide avec ce que l'enfant avait dit, c'est vrai ou non. Et si c'était vrai que c'était vrai, ensuite, selon une cérémonie, enfin, l'enfant a été remis à ses parents. Pourquoi je montre ça? C'est une partie de l'ensemble de ce que je fais avec la photographie. Donc les formations, donc l'utilisation de la photographie, dans l'exposition des livres, des films, tout ça pour moi, c'est un ensemble de dire comment la photographie, ça peut donner des fois des réponses aux problèmes qu'on ne sait même pas comment résoudre, que ce soit le problème social, les relations avec les gens, que ce soit raconter l'histoire d'un peuple, la souffrance d'un peuple pour que l'autre il réagit, ou dans ce cas précis, comment juste utiliser la photographie
pour que les familles soient liées l'un à l'autre. Juste pour donner un exemple, sur les 12 000 enfants qui étaient photographiés et montrés pendant 4 mois, vous avez une idée combien ils ont trouvé leurs parents par la photographie? 3500 sur les 12 000. Vous voyez, déjà, d'arriver avec un petit projet comme ça, je dirais, utiliser la photographie et réunifier 3500 enfants avec leur famille, je crois que c'est une bonne réponse de l'utilisation de l'image et photographie. À un moment, j'ai appris aussi une autre chose en faisant ce projet, c'est que la relation que nous avons avec la photographie, c'est quelque chose qu'on apprend quotidiennement. À partir du moment où on est né, on voit les photos de nos proches, de nous-mêmes, et donc le cerveau, il commence à faire un programme de, quand on voit une photo qui est en 2 dimensions, de trouver la personne qui correspond à cette photographie. Si vous n'aviez pas vu de photos avant, c'est très difficile d'apprendre ça. Ce qui fait que pour comprendre ça, moi j'avais fait un portrait de moi et je tenais à côté de moi, j'allais voir tous ces gens en disant on cherche cette personne, vous l'avez vue? Je disais non, on n'a jamais vu. Et c'était... Mais après, je me suis rendu compte que c'est les enfants, tout de suite, c'est le seul qui voit tout de suite, oui, c'est vous. Donc, on a commencé à distribuer des chocolats et des candies dans les expos pour les enfants, en les invitant, venez, et si vous trouvez quelqu'un, et c'est beaucoup des enfants, c'est des enfants qui ont trouvé leurs proches ou leurs frères, que des grandes. Une fois aussi, on a vu une femme de village qui a passé longtemps à chercher son fils, passait beaucoup de temps, elle venait plusieurs jours, et finalement un jour, au milieu de temps, elle tombe en sanglots, elle se met par terre, elle commence à pleurer. Tous les gens y courent de « Madame, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pleurez ?» Elle dit « J'ai trouvé mon fils. » Elle montre avec le doigt une photo. Je dis « Mais pourquoi vous pleurez alors ?» Elle dit « Parce qu'il y a seulement sa tête qui reste, le corps n'est pas là. » C'est aussi de voir combien compréhension, des fois, ça peut être tellement différent de ce que nous, on croit. Il dit seulement sa tête qui reste. On a dit, ne vous inquiétez pas, on va emmener le corps aussi ensemble avec vous. Là. Évidemment, la famine, comme vous avez suivi, vous avez vu des images, vous avez vu des films, c'est une plaie de notre siècle. On ne peut pas accepter ni imaginer que dans le XXe siècle, fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, où nous avons la possibilité de déplacer 300 000 soldats dans 3 semaines avec tous leurs armements et tout d'un côté de planète à l'autre, qu'il y aura encore des gens qui peuvent mourir de faim parce qu'ils n'ont rien à manger depuis des semaines, et que tout le monde est au courant, que ce soit des Nations Unies, que tous les gouvernements, ils savent que dans telle ou telle partie de planète, il y a une famine qui va arriver, et la famine arrive et il tue les gens. Et nous, on est heureux, contents en disant, regardez, les médecins sans frontières, ils sont en train d'aider les gens, mais attendez, comment ça se fait que le même pays, les mêmes gouvernements, ils peuvent déplacer 300 000 soldats dans 3 semaines avec tout, mais on ne peut pas éviter une plaie comme ça de l'humanité. Le moment où je voulais aller à ma première rencontre, je dirais rencontre avec ce phénomène, la famine, c'était en 89. Je partais d'ailleurs avec Frédéric Mitterrand, à l'époque il faisait des films, et moi je photo, donc on avait fait une petite équipe, aller en Somalie pour photographier la famine. Et je ne me sentais pas vraiment à l'aise avant d'aller, parce que j'avais vu toutes ces photos des autres photographes où on ne montre pas un être humain, on montre un objet qui est en train de mourir, un objet par terre, un objet. C'était
je me disais, mais comment moi je peux aller photographier quelqu'un qui meurt de faim sans comprendre sa souffrance? C'est aussi une façon que je travaille. Dans les zones de guerre, comme je vous disais, je me déguise comme les gens, je vis comme eux, je pleure comme eux, je ris comme eux. Donc pour arriver à ça, avant de partir, pendant 3 jours, j'ai rien mangé. Pendant 72 heures, j'ai fermé et j'ai décidé de comprendre. Je ne sais pas si vous vous êtes emmené à un moment de ne pas avoir 3 repas, de passer 3 repas sans manger, vous comprendre qu'est-ce qui se passe ici. C'est très dur et très douloureux. Mais cette 72 heures, ça m'a permis après d'arriver devant lui et de ne pas faire une photo d'un objet, mais un être humain, la dignité de l'homme, la dignité de l'être humain, le penseur de Rodin, la personne qui nous questionne, qui dit pourquoi. Le plus important, c'est le cerveau, on le voit. Et c'était un peu ça dans la procédure d'arriver à expliquer quelque chose. Voilà pourquoi j'expliquais ça. Il y a une procédure arrivée à chaque image. Ce ne sont pas des images... comme beaucoup de gens, des fois, ils me disent « Mais nous aussi, on voyage et en vacances, on va faire des photos, mais on n'arrive jamais à faire des photos comme vous le faites. Comment vous le faites ?» C'est pas la même. C'est un peu ça l'explication aussi, qu'il y a une vraie process de réflexion, de se mettre à la place de l'autre, de vivre, d'arriver à ça. Un autre phénomène sur lequel j'avais beaucoup travaillé aussi, c'était les mines antipersonnelles, qui sont aussi une vraie plaie de notre civilisation, parce qu'ils sont des fois comme les petits objets jetés par les hélicoptères. Ça ressemble aux poupées, ça ressemble aux objets de jeu des enfants. Oui, c'est vrai, ils font ça. Ils viennent en hélicoptère et ils jettent des objets qui ressemblent à un objet attirant. Et quand les enfants ou les grands ils vont attraper, ça explose. Donc je me suis battu, à force de photographier le résultat de ça, mais aussi dans les différents comités anti-mines, antipersonnels, d'emmener beaucoup de gouvernements à ratifier de ne pas utiliser les mines antipersonnelles. Ça, c'est une des photos Cambodge pendant ce reportage où on parlait d'un chemin de fer qui ralliait la ville de Phoi Phet aux frontières thaïlandaises et qui disait qu'il y a toujours des mines sous les rails. Et le gouvernement cambodgien, pour éviter que les mines heurtent le locomotive, parce que c'est le locomotive qui va toujours devant avec le chauffeur, et c'est ça qui sautait. Une fois que ça saute, tout le train est dérayé. Ils avaient créé des très longues plateformes séparées de locomotives, mais qui étaient poussées avec la plateforme, avec le locomotive. Donc vous voyez un peu, vous avez une grande plateforme, derrière ici c'est le locomotive, et qui pousse, et que si jamais il y a une mine, c'est le plateforme qui saute en l'air, pas le locomotive. Sauf ce que j'avais entendu et que je ne croyais pas, donc j'ai dit je dois aller faire un reportage, c'est que comme la plateforme était gratuite, donc les gens les plus pauvres, les paysans les plus pauvres qui avaient 3 œufs à vendre dans le marché ou 3 bouts de carottes, ils n'avaient que la possibilité de voyager sur cette plateforme. Et j'ai pris le risque toute la journée, enfin faire aller-retour avec eux pour voir, pour sentir, pour voir comment c'est possible, enfin. Et vous voyez, c'était plein. D'autres endroits, d'autres pays, je me suis aussi intéressé pas mal. J'ai beaucoup voyagé à cheval en Afghanistan
J'aime beaucoup. C'est pas de faire de randonnée, mais c'est vraiment de vivre et voyager. Donc, j'avais fait un reportage sur en Turkménistan, une race qui s'appelle Akral Teke, qui est le plus beau race de cheval du monde. Et la Turquie, avec le derviche tourneur, cette photo était aussi sur la couverture de National Geographic. Ce sont des adeptes de Rumi, le philosophe. Et le jeu des enfants. C'est ce que, pour moi, c'est une incompréhension, c'est cette militarisation des enfants dans beaucoup de pays. On achète des fusils à nos enfants, on les laisse jouer avec des fusils, de tirer, de faire des jeux. Et tout le monde rigole en disant « Ah, c'est des enfants, c'est des jeux, laissons-le ». Mais on ne se rend pas compte que tout ça, c'est fait par les pouvoirs, par le gouvernement, pour que les enfants soient habitués à devenir des militaires. Que pour les enfants, dès le bas âge, ils prennent l'habitude à tirer et que le moment venu où ces gouvernements ils auront besoin de chair à canon, comme Napoléon il aimait dire, ils auront les enfants qui étaient déjà formés à être les soldats. D'où ça, c'est le système traditionnel de création des futurs soldats. Le système moderne, je suis persuadé que peu ils ont pensé à ça. Ce sont tous ces jeux de vidéo, vidéo game, ils appellent ça, où on appuie sur un bouton et il y a un bonhomme qui va tirer et qui va tuer, et que tout le monde est heureux et content. J'ai tué 2, j'ai tué 4. Mais sans savoir que même ces jeux vidéo, ils font partie de cette grande politique des gouvernements, des pouvoirs, de militariser la pensée des enfants. Essayez, évitez, vous et tous les enfants autour de vous, de jouer à la guerre. On ne joue pas à la guerre. C'est aussi une des photos de l'expo en Turquie. Pas loin de là où la photo, c'était la photo au fond que précédent vous avez vu, ça se passe à côté d'ici. C'est le mont Ararat qui est un grand symbole et qu'à un moment, en 3 secondes même pas, ça a duré cette chapeau sur le mont Ararat, les nuages qui bougeaient comme ça, c'est un volcan. En Turquie, ils ont une très, très jolie tradition qui s'appelle ça la lutte à l'huile. C'est ancestral depuis longtemps, c'est autour de Méditerranée. C'est pendant le moisson ou le récolte, je ne sais pas comment on dit, moisson ou récolte des olives. Ils font cette fête où les lutteurs, ils sont complètement mis l'huile d'olive dessus. Après, ils commencent à rentrer dedans. Donc, c'est tellement difficile à s'attraper. Et ça donne un très, très joli mouvement des luttes. D'autres phénomènes, problèmes, je dirais, de notre planète sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est le pétrole. C'est tout ce qui est pétrole, gaz et le résultat de ça. Pour vous dire que 80% des guerres du XXIe siècle, surtout de fin du XXe siècle et maintenant, ça se joue autour et pour l'histoire de pétrole et gaz, que ce soit la guerre en Afghanistan, que ce soit la guerre de Karabakh entre Azerbaïdjan et Arménie, la Tchétchénie, la guerre de Syrie aujourd'hui, maintenant, au Nigeria, tout ça, c'est lié à un problème de gaz et de pétrole. Ici, on est au bord de la mer Caspienne. La chute de l'Union soviétique, ça a aussi été
la chute de plusieurs millions, vraiment, des hommes et des femmes, 60 ans et plus. C'était des hommes et des femmes qui avaient construit l'Union soviétique, qui avaient participé à la construction de l'Union soviétique. Et au jour au lendemain, après la chute de l'Union soviétique, ils se sont trouvés complètement devenus SDF. Et quand je dis plusieurs millions, c'est plusieurs millions. Et c'était des gens qui avaient un bon travail, une maison, parce que c'était le système soviétique. Mais le jour au lendemain, leurs usines étaient vendues, ils étaient tous mis à la porte, sans aucune retraite, et ils ont commencé à errer les rues des SDF. Donc, toutes les images des propagandes soviétiques que vous voyez, des jeunes filles, garçons, soldats, en train de chanter le couloir de soviétique et sur les posters, c'était eux. Et ils ont tous été mis à la porte après la chute de l'Union soviétique. Et le moment où je les rencontrais, c'était sur le fleuve Amour. Je voyageais pendant 6 mois sur le fleuve Amour, et dans la ville de Khabarovsk. De loin, je l'ai vu comme ça, avec le petit tatouage. Je n'avais pas vu le croix aussi qu'il avait ajouté. C'était Marx, Engels, Lénine et Staline. Ce sont les 3 portraits qu'il avait tatoués. Et quand je me suis rapproché, je me suis présenté, j'ai dit bonjour, je m'appelle Reza, comment vous appelez? Il a dit son nom, Gennady Vassilovitch, et d'un seul coup, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis vraiment à pleurer fortement. J'ai demandé à l'interprète qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que tu as traduit, qu'est-ce qu'on a fait. L'interprète aussi, elle était un peu perdue, pourquoi elle pleure. Et finalement, il a dit, vous savez, la photo était en 2000 que j'avais fait, et la chute de l'Union soviétique, c'est en 90. Il a dit, j'avais un travail, je travaillais dans une usine, une maison, tout ça. Et le jour au lendemain, ils sont venus, ils nous ont mis à la porte. Personne ne nous a donné ni retraite, ni rien. La maison était partie et je me suis trouvé dans la rue. Ma femme était décédée. Mes enfants, ils ne sont plus là. Je ne sais pas où ils sont. Et je dis, mais pourquoi vous pleurez? Il dit, parce que ça fait 10 ans, personne n'a demandé mon nom. Vous êtes le premier après 10 ans qui vient me saluer, demander comment je m'appelle. C'était ça aussi la réalité de cette fin de l'Union soviétique. Une autre image de cette guerre de Azerbaïdjan, Arménie, le massacre d'un village azerbaïdjanais par les soldats arméniens, le village de Khojali qui était complètement encerclé et massacré. Et cette femme, un des survivants de ce massacre. Dans mon travail, il y a aussi beaucoup de portraits, travail sur le portrait que je fais. Celle-là, c'est que devenu, on appelle ça le Sinbad, le couverture du livre de Sinbad, dans l'expo. C'est un Égyptien que j'avais rencontré sur le bord de la Nil, Nil, la rivière, quand je cherchais à avoir un petit bateau, comme un taxi, là où, pendant 4 jours j'étais là et j'avais besoin d'une petite... Et lui, il avait un petit bateau, donc pendant 4 jours, on travaillait avec et j'ai fait une seule portrait de lui. Ou portrait de Benazir Bhutto, qui était une étudiante d'une famille dont le père était premier ministre de Pakistan et après, dans un coup d'État, était tué. Elle est revenue pour se battre et elle a gagné la campagne électorale. C'était aussi un des portraits qui était très fameux et connu, utilisé beaucoup pour montrer un peu la personnalité. Voilà, maintenant, quand je vous disais que dans chaque pays, dans chaque endroit, dans chaque histoire, il faut être le plus proche culturellement. Hier, quelqu'un avait posé une question aussi en disant que Robert Capa, un des grands photographes du siècle, a une phrase qui dit que il faut être plus près de
son sujet et quelle est cette distance pour vous. Et ma réponse était que oui, je connais très bien, enfin je n'ai pas connu personnellement, il est décédé en 1956 sur une mine au Cambodge, mais ce qu'il dit, il parle de distance physique, il parlait de ce qu'il faut être très près de votre sujet. Mais après j'ai dit, mais c'est un cartésien, c'est parce que lui, pour lui, cette distance, ça ne peut que physique. Pour moi, la distance, c'est la distance émotionnelle. Être près de votre sujet, oui, mais pas. C'est être près, ça ne veut pas dire physiquement aussi. C'est aussi émotionnel. C'est de se sentir la souffrance de l'autre, la joie de l'autre aussi. Parce que finalement, la vie fait de joie et de souffrance, et c'est un cycle continuel. Et il n'y en a ni l'un ni l'autre qui a une vertu presque sur l'un ou l'autre. Il faut vivre la vie comme il vient. J'utilise aussi la photographie comme j'avais fait dans ma jeunesse en Iran, comme un instrument de propagande, des fois même politique ou militantisme. Vous vous souvenez, il y a quelques années en Iran, les émeutes, parce qu'il y avait des fraudes électorales et que plusieurs millions de gens ils ont descendu dans la rue, mais que le régime a donné une réponse très dure, une répression brutale, où ils ont tué des centaines de gens et arrêté de massacrer des gens. Et il y a une jeune fille qui a été tuée et qui était filmée quand il a reçu une balle dans le corps et qu'il a tombé, et que tout ça a été filmé et montré. C'est une des premières fois dans l'histoire qu'on a ce qu'on appelait le citoyen journaliste, qui sont arrivés. Maintenant, on voit beaucoup en Syrie et ailleurs. Mais là, en 2009, en Iran, c'était les premières. Et la fille qui est devenue très fameuse dans le monde, et aussi en Iran, il s'appelait Neda. Neda, ça veut dire la voix, ou l'appel en même temps, en personne. Donc, j'ai fait cette installation, pris sa photo, a écrit son nom, et avec une écriture qui disait « Nous sommes tous une seule voix, nous sommes tous un seul appel ensemble », une slogan qui allait très bien. Et j'ai fait un appel, il y a 500 personnes qui sont venues à Paris devant la Tour Eiffel, chacun y tenait le masque. Et cette photo a été envoyée massivement en Iran aussi pour dire qu'il y a finalement il y a une volonté de l'extérieur de ne pas oublier la lutte qu'ils ont. Ensuite, j'ai emmené la même chose, et j'ai fait la même chose à Washington devant vous pouvez imaginer d'emmener 500 personnes devant la Maison Blanche. C'était pas une affaire simple, mais j'ai dû fermer de deux côtés de la rue, devant la Maison Blanche, pour pouvoir faire cette photo. Là, alors je connais pas. Le tout premier cours de photo que j'ai commencé, c'était ça. En 1983, dans le camp de réfugiés afghans, quand je me suis rendu compte que finalement, c'est bien que moi je fasse ces photos, que je publie dans le Time Magazine, dans Paris Match et autres, mais qu'Afghanistan, avec la distance, avec la grandeur du pays, et que nous, les photographes, on ne peut aller à pied. Et quand vous allez à pied, imaginez si vous deviez couvrir la France à pied. Le temps et que vous rentrez de Marseille, vous pouvez arriver, et le journal il vous dit « Reza, tu as 3 semaines. Qu'est-ce que vous pouvez faire de Marseille à pied? Vous pouvez monter jusqu'à où? Dans le montagne. En plus, il faut que vous cachiez, donc aller-retour en plus. Donc c'est là où je me suis dit, il faut apprendre les Afghans eux-mêmes, parce qu'ils vont aller dans leur pays, vivre là-bas. Si je les forme, et je les achetais des appareils, à chacun des petits appareils, ben, ils pourront photographier. C'était les premiers débuts de tout le travail formation que j'ai lancé. Et le résultat, maintenant, avec l'association AINA à Kaboul, en Afghanistan enfin, un des projets que nous avons lancé, c'était comment emmener l'information, imaginez, dans les villages complètement perdus, où
il y a une mortalité enfantine très forte. Et comment passer les messages aux familles, aux femmes surtout, quels sont les symptômes de ces maladies et qui peuvent aider leurs enfants. Donc, le concept que j'avais toujours, je reviens à ce que comment avec l'image on peut trouver des solutions, de faire des films de 10 minutes en utilisant les histoires folkloriques afghans de pays, pas des films documentaires où un médecin il explique les symptômes de maladie, mais des films vraiment prendre le petit récit folklore, faire un film joué par les acteurs et actrices afghans dans la langue locale, et à l'intérieur de ça, mettre le message des médecins, le message quels sont les symptômes de maladie, comment on peut éviter telle ou telle maladie. Donc, ces cinémas itinérants, pendant longtemps, dans plusieurs centaines de villages en Afghanistan, étaient devenus une moyen de répandre l'information. Et au-delà de ça aussi, j'ai dit, on était dans le village où les gens n'avaient jamais vu des films. Ils n'avaient pas de télévision, donc c'était un moment de ce que j'appelle l'éducation visuelle informelle. C'est une réponse aussi à le manque d'éducation traditionnelle. Utiliser l'image pour l'éducation. On a aussi à Kaboul lancé le premier magazine pour les femmes. On a créé un centre de formation et production en même temps. On les forme, mais ils produisent en même temps beaucoup de femmes, des journaux, des magazines, une radio pour les femmes. Il émet 11 heures par jour. Il s'appelle La Voix de femmes afghanes. Et c'est en train de répandre dans plusieurs autres pays maintenant. Là, c'était les premières femmes photographes afghans. Elles ont eu beaucoup de parutions, des prix, elles travaillent beaucoup tous. Et pour moi, le fait de former dans des pays comme ça des femmes à tous les métiers de médias et communication, c'est aussi un moyen de, dans plusieurs générations, avoir donné une éducation meilleure et aussi une arme, un pouvoir aux femmes de prendre en main ce qui est l'information, la communication, la culture. Et une marche vers la paix, ça passerait aussi par les femmes. D'où l'importance de ce que, avec Aïna ou tout le projet que je mène, c'est la formation des femmes à tous les métiers de médias. On a aussi lancé un magazine pour les enfants là, qui s'appelle L'Envol. L'Envol, c'est plus qu'un magazine pour les enfants, c'est aussi la seule matière imprimée en couleur avec beaucoup d'informations, de vie. C'est une fenêtre vers le monde, c'est beaucoup d'informations pour les familles. J'ai entendu qu'après la Deuxième Guerre, ici, il y avait quelque chose qui s'appelait l'almanach rural. C'est un peu la même chose qui se fait en Afghanistan, distribué gratuitement et dans beaucoup de villages ou des orphelinats. Parmi les projets de formation, donc, c'est pas seulement dans les pays, je dirais, en guerre ou en guerre ouverte, comme Afghanistan ou Ouganda que nous menons ce projet. C'est aussi un projet urbain de formation. Depuis 3 ans, j'ai commencé en Italie, en Sicile, dans les banlieues les plus dures de l'Europe, qui s'appellent les Brino. Et ce sont les 100 enfants de cette, je dirais, banlieue qu'on est en train de former. Depuis 3 ans, on travaille avec eux comme un projet pilote. Et le travail qu'on est en train de préparer ici dans le Rainerie, c'est la suite de ce projet. Ça, ce sont les enfants d'Italie, de Sicile, dans formation. Évidemment, si nous devons transmettre une paix réelle en ce monde, et si nous devons mener une véritable guerre contre la guerre,
Alors commençons par les enfants, par l'éducation des enfants. Pourquoi? Et d'où tous ces intérêts aussi que, après voir toutes ces guerres et conflits, pour moi c'est important. Pourquoi j'appelle ça entre guerre et paix? C'est aussi ça, c'est que la paix, ça passera aussi par l'éducation. La légèreté de la paix, en espérant que l'humanité un jour, il parlera de mot guerre avec le mot passé. Et moi j'en suis persuadé qu'à un moment, dans quelques centaines d'années, peut-être un millier, les gens ils vont parler de nous, du XXIe siècle, comme des ancêtres barbares qui mettaient leur argent et leur temps à faire des casernes et de construire des avions de chasse, au lieu d'éduquer leurs enfants, au lieu de mettre tout ça pour la santé, pour les recherches, pour les sciences. Donc oui, quelque part on est barbare, mais pas pour longtemps. Avant que l'humanité avance, et nous avançons aussi avec l'humanité. D'où je pense que l'image est un vrai alphabet, un vrai langage, et que ça peut devenir un vrai alphabet de changement pour le meilleur. Merci beaucoup de votre attention et j'étais très heureux. Merci beaucoup. On va le prendre, évidemment. Donc si vous avez quelques questions ou remarques, je vous invite à parler quand même dans le micro, même si vous n'aimez pas ça, pour que tout le monde puisse profiter de vos interventions. Bonsoir. Donc, merci pour cette conférence et celle d'hier en Ombre Blanche. C'est vraiment un plaisir de vous écouter et c'est un honneur de vous poser une question. Ma question porte sur l'exposition sur les berges de la Garonne et j'aurais voulu savoir comment vous avez décidé de quelles photos seraient mises en avant lors de cette exposition et comment s'est opéré ce choix pour ces photos. Enfin, les vrais, je dirais, responsables, ils sont assis devant. Il y a Rachel et Thierry Aouja, directeur artistique, et Rachel qui a été dans le choix final. Enfin, on est arrivé, mais finalement, c'était une concertation d'ensemble qu'on a fait. Le concept était simple. Essayons de trouver des images qui vont parler des événements importants que les gens ils ont vécu sur les 10, 20, 30 dernières années où j'ai travaillé. Donc, ce sont des événements qui étaient tout le temps montrés dans la presse, mais sous l'angle avec la presse, comme vous avez vu, j'ai une vision de terrain qui est différente de ce que la réalité qui est montrée, enfin, pas la réalité, mais de ce qui est montré dans le grand média. Deuxième, c'était de faire de façon où chaque photographie se joue comme une face-à-face entre la personne qui regarde et la photographie, qu'il n'y aura pas des obstacles comme si c'est qui regarde un œuvre d'art, mais qui regarde comme s'il rentrait dans une réalité, la personne. Donc, évidemment, il y avait des éléments graphiques, le couleur, ça aussi, ça joue, tout ça. Et chaque photo considérée comme un chapitre d'un livre. C'est comme un livre, enfin une exposition c'est comme un livre. Et dans chaque livre vous avez des pages ou des chapitres. Si vous enlevez un chapitre, ça devient incompréhensible. Donc c'était un peu sur l'ensemble de ça. C'était un travail, ça a pris presque un an de traverser
1 200 000 photographies et les descendre à 25, c'est pas quelque chose de simple, mais grâce à mes collègues, on a pu le faire. Bonjour, je voulais savoir à travers donc, tout ce que vous avez vécu, vous avez vécu des grands moments de joie et de bonheur, mais aussi des grands moments de drame et de tristesse, et je voulais savoir quel était votre rapport à la haine. Il y a des attitudes qui peuvent nuire et blesser et casser l'âme à jamais. Et la haine fait partie je dirais, de ces attitudes où peut casser et briser une âme pour toujours. Certes, j'étais emmené à voir et vivre la haine, mais j'ai toujours essayé de ce que l'âme ne soit pas touchée. Vous savez, c'est le moment où l'âme est touchée qu'on ne peut plus retourner en arrière. Et c'est pour ça que tout le travail que je fais, tout ce que je suis en train d'expliquer, c'est éviter que la haine, comme un élément, comme un fléau, je dirais, comme une plaie de notre siècle, ça soit répandu ou que ça soit montré. Mais j'ai trouvé et j'ai vu que c'est une des attitudes les plus brutales de l'homme, la haine. Bonjour. Imprégné que vous êtes de la poésie persane, comment l'utilisez-vous, surtout la poésie de Rumi, dans vos photos, dans vos prises d'images? Nous sommes ce que nous lisons. Il y en a certains qui disent nous sommes ce que nous mangeons. Vous savez, il y a ceux qui disent nous sommes ce que nous lisons. Et moi, j'ai lu de mon enfance la poésie. Et d'ailleurs, quelqu'un me disait, mais comment vous arrivez à en sortir de tous ces moments durs, parce que beaucoup de gens, ils peuvent complètement se perdre une fois qu'on a passé devant tous ces moments de vie. Et mon secret, c'est la poésie. Surtout la poésie de Rumi, le poète dont je parlais, dont je présentais un peu. Il faut polir l'âme. Et Rumi ou d'autres poètes, la poésie, ça aide à polir l'âme. Et de telle façon que être, comment on dit, imprégné, des fois sans le savoir, constamment, tout ce qu'on fait, ça ressemble à ce qu'on a lu. Récemment, il y a 3 ans, on a eu une rencontre avec un homme qui est devenu un ami, Jean-Claude Carrière. Jean-Claude Carrière, c'est 80 ans, et il a aussi beaucoup lu et étudié et même traduit dans certains œuvres de Rumi. Et nous voulions faire un livre ensemble. On discutait quel livre. Et finalement, on est arrivé à un livre qui était basé sur une histoire du XIIIe siècle qui s'appelait Le Conférence des oiseaux, dont on a appelé L'Envol, le livre. La photo de femmes devant le fond jaune, c'est sur la couverture, L'Envol. Mais finalement, quand Jean-Claude est arrivé avec ce qu'il avait écrit, le manuscrit du livre Conférence des oiseaux, on n'a pas eu d'aller que je retourne faire des photos. C'est tout ce que j'avais fait avant qu'elle a trouvé en disant mais cette photo c'est exactement cette poésie, mais cette photo ça ressemble exactement à cette phrase. Donc c'est comme ça qu'on est imprégné, on fait des œuvres sans savoir que quelque part, comme je parlais de Guernica aussi, ou d'autres œuvres qui sont liées
à une histoire, à une poésie, à un roman qu'on a lu, et sans savoir, on est en train de mettre en image ça. Bonsoir. Bon, j'avais une question toute simple, mais bon, qui mérite son intérêt. On voit votre pseudonyme là, Reza. D'où vient ce pseudonyme? Enfin, oui, si c'est votre nom, oui. Voilà. Non, ici, elle est Jeanne, non, ou Claude. Il y a combien de Claude dans la salle? Non? Si. Michel. Elle est Thierry. Combien Thierry? Reza, c'est un prénom en Iran qui est très très répandu et très utilisé. Si vous arrivez dans un endroit comme ça et vous appelez Reza, il y a moitié des hommes qui vont se tourner. C'est comme aux États-Unis, Joe ou James. Ici, je crois, c'est Jean ou Jean-Pierre ou Claude. Enfin. Donc, quand j'ai commencé à travailler comme photographe et pour publier dans la presse, comme je dis, je suis architecte de formation et je ne savais pas vraiment que je vais faire ça constamment. Et c'était un travail dur et politique au temps de régime. Donc, je ne voulais pas qu'on me connaisse. Je me suis dit, je vais mettre un pseudo enfin, qui est complètement connu et que personne ne me trouvera. Et c'est comme ça qu'au fil de mon temps, ça restait devenu mon nom d'artiste, enfin, aux signatures de mes photographies. Bonsoir. À l'heure actuelle, où on parle énormément du syndrome post-traumatique pour les photographes, et, photojournalistes et reporters d'images qui sont au premier plan sur les conflits, comment vivez-vous ce que vous voyez, ce que vous avez vu, toutes ces atrocités, ces horreurs? Comment le ressentez-vous? Et avez-vous déjà, vous êtes déjà vous censuré, auto-censuré une de vos images, soit en refusant de la prendre si c'était trop atroce, ou en la gardant pour vous, et donc en ne la publiant pas? Le traumatisme, j'ai déjà expliqué un peu. Moi, j'arrive à en sortir avec la poésie et l'amour. Enfin, ça, ce sont des éléments importants de sortir de traumatisme. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de confrères journalistes ou d'autres, des humanitaires qui n'ont pas pu en sortir. Ils ne mènent pas une vie bien, je veux dire, dans leur tête. Mais il y a un moment, il faut arrêter, quand on sent qu'on ne peut évidemment aller plus loin, il faut arrêter. C'est ce que j'ai toujours dit à mes collègues photographes ou journalistes ou autres, en disant que n'allez pas très loin. Et que si vous sentez que vous n'arriverez pas à suivre, il faut arrêter. Mais comme je disais, moi, c'est vraiment de la poésie. La poésie, ça aide beaucoup de ces moments de recueillement, d'une part, et d'autre part, le résultat du travail. Quand je vois le résultat positif de ce qu'on fait. Donc à partir du moment où le résultat du travail est positif et que c'est en train de bouleverser, c'est en train de créer des mouvements, donc ça aide aussi de ne pas tomber dans ce traumatisme. En ce qui concerne l'autocensure ou des photos faire ou ne pas faire, vous pouvez imaginer, des fois on est seul devant un événement au fin fond du monde. Personne n'est avec nous. Personne ne voit ce que je fais, si c'est vrai, si c'est pas faux. La première, c'est notre conscience, certes. Mais moi, il y a des photos que je n'ai pas faites. Et les photos que je n'ai pas faites, c'était pas ni par peur, ni par ne pas prendre le risque. C'était le moment où la personne qui était en face de moi avait besoin de mes mains et pas que je fasse sa photo.
à ce moment-là, même si la photo c'était le plus grande photo de ma vie, et je vous le dis parce que je me suis trouvé devant des situations où l'image était très forte, mais la petite fille blessée et qui courait en sang vers moi, avec les bras ouverts parce que ses parents étaient morts sous une mine. Elle était la seule survivante. Et à peine j'étais en train de préparer mon appareil qu'elle a commencé à courir vers moi. Et j'ai pas pu faire la photo. J'ai laissé l'appareil, j'ai couru vers elle pour le prendre dans mes bras. Parce qu'elle avait plus besoin de ça. Donc, autocensure, je dirais, ou censure, non, parce que finalement, après toutes ces années de l'exil, de guerre, de prison, de torture, tout ce que j'ai vu, pour qu'un gouvernement ou quelqu'un me fasse peur de ne pas faire une photo, il faut qu'il se lève de bonne heure. Ouais. Donc, mais arrivé à un moment où j'ai dit à la personne, non, pas de photo, mais va vers lui ou elle, parce qu'elle a besoin, ça m'est arrivé. Alors, une question juste qu'une personne n'ose pas poser, avec quel type de matériel travaillez-vous ? On parlait de poésie. Oui. Et vous rencontrez un poète, vous avez aimé sa poésie, vous vous demandez jamais quel stylo il a utilisé. L'appareil, ça n'est qu'un outil, vous le savez très bien. Il y a quelque temps, j'ai été interviewé par un journaliste de radio de Europe 1, Marc Fogel. Et on m'avait dit, fais attention, c'est un provocateur, et il lance des choses un peu, il attaque. Bon, je me suis trouvé devant un gentil garçon, il tremblait, il ne savait pas quelle question poser. Je sentais qu'il est en train de dire, quand même, je ne veux pas laisser partir les os sans le rentrer dedans. Donc, il me regarde, il dit, alors, monsieur Reza, vous avez pensé que bientôt vous allez être au chômage? Je n'ai jamais pensé à ça. J'ai dit, pourquoi vous dites ça? Il dit, parce que tout le monde a un appareil photo. Tout le monde fait des photos. Je dis déjà, tout le monde n'a pas. J'espère qu'un jour, tout le monde en aura une. Première chose, j'espère qu'il y en aura une. Deuxième, vous avez un stylo, monsieur? Il sort du devis. Avoir un stylo dans la poche n'a pas fait de vous un Victor Hugo. Voilà la provocation de journaliste qui était. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, vous parlez d'amour, de poésie. J'ai un personnage avec lequel j'ai grandi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Molla Nasreddin. Et en fait, vous finissez sur une note d'humour. Et quand j'ai vu le montage de vos photos les unes après les autres, j'ai dit à ma fille, il ressemble un peu à Molla Nasreddin. Donc, et Molla Nasreddin, c'est aussi un grand sage. Donc, vous avez parlé d'amour et de poésie, mais dans tout ce que vous dites, je trouve aussi qu'il y a de la sagesse. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Si vous voulez bien, bon, à moins qu'il y ait une question vraiment importante, on pourrait finir sur ces très belles paroles. Et de toute façon, donc il y a la vente des ouvrages. Et Reza, si vous voulez bien, pourra éventuellement vous dédicacer. Du coup, vous pourrez un peu échanger avec lui encore à ce moment-là. Merci beaucoup. Merci.